Bon, magnifique, merci d'être là. Je vais commencer gentiment. Les derniers arriveront pour se connecter. Donc, bienvenue à cette première rencontre générative. C'est magnifique de voir autant de monde connecté, c'est super, on est content dans le team Régénérative Suisse. Donc, je vais partager mon écran parce que j'ai une présentation. Comme ça, vous pourrez voir, suivre en même temps. Voilà. Et puis, si jamais, je crois, si vous cliquez deux fois sur l'image, elle se met un grand écran chez vous. Et puis, les images que vous voyez des webcams sont déplaçables pour mieux voir l'écran. En bas de l'écran, vous pourrez aussi réagir euh, avec un lever la main ou bien avec un bouton lever la main, là, de réagir. Ou alors aussi dans le chat, je vous expliquerai tout ça. Et puis, si jamais veillez juste à ce que votre micro soit éteint, ça permettra de ne pas avoir trop de parasites dans le son. Merci. Donc, cette soirée, elle est prévue pour commencer par le début, comme on dit. Donc, le début, c'est la base de l'agriculture régénérative. Mais avant d'aller dans la technique, je voulais vous présenter aussi une vision générale de par mon expérience aussi. D'ailleurs, tout ce que je vais présenter sera beaucoup basé sur mon expérience pratique dans les champs et une partie théorique, mais ça je vous le ferai savoir quand c'est juste la théorie. Sinon, donc, le... je reviens, c'est bon. Donc, qui sommes-nous? Ben, vous avez sûrement eu connaissance de notre site internet, régénérative.ch. Si c'est régénérative.ch, c'est le site français. Régénérative qui finit par iv.ch, c'est le site suisse-allemand, où il y a déjà beaucoup plus de vidéos. Je crois qu'ils ont commencé en Suisse allemande à faire ces réunions Zoom en 2021, si je ne m'abuse, et il y a déjà environ 170 heures de vidéos totalisées sur ces rencontres, avec bien sûr, plein d'informations. C'est riche d'informations. C'est comme ça aussi que j'ai pu apprendre en allant revoir ces vidéos. Donc, c'est le but de faire un peu la même chose chez nous, en Suisse romande, en français. Le team, donc moi-même, Antenne Romande, et puis il y a Ariana qui est là aussi ce soir, qui s'occupe de tout ce qui est des blogs, qui envoie des newsletters, etc., qui fait des recherches aussi dans plusieurs langues sur l'agriculture régénérative. Simon, qui est conseiller, Raphaël, qui est aussi là ce soir, merci de ta présence, qui pourra peut-être compléter certains points, qui est aussi conseiller, Alex, qui est fondateur et directeur de Régénérative Suisse, et puis Sabine, qui est Alex, qui est aussi là d'ailleurs, merci, et puis Sabine pour l'administration et les finances. Donc, nous accompagnons le passage à l'action. Donc, on propose des formations techniques et pratiques, encore peu en Suisse romande, mais ça risque de venir. Des visites de culture, ça fait 2 ans que chez nous, on a eu trois visites par année. L'idée, ça serait aussi d'en faire ailleurs, chez d'autres, qui ont fait d'autres expériences. C'est le but aussi de créer ce groupe pour ça, aussi, pour le partage. Il y a aussi un accompagnement personnalisé et conseil. Alors, pour le moment, je me présente pas en tant que conseiller. Je n'ai ni le temps, ni encore assez d'expérience pour faire du conseil. C'est plutôt facilitateur. Vous verrez, je vous expliquerai. Par contre, il y a déjà aussi Simon et Raphaël pour faire du conseil aussi qui parlent un peu français. Les textes de blog pour approfondir, où on approfondit sur un sujet, des lectures souvent très intéressantes. Et puis, bien sûr, les rencontres génératives qui débutent ce soir. Donc, les rencontres génératives, c'est un format online, comme ça, il n'y a pas besoin de faire des kilomètres. C'est aussi un avantage. On peut se voir beaucoup plus régulièrement. C'est à la fois indirect aussi, donc on a la possibilité de poser, tout le monde a la possibilité de poser des questions. Donc, le but, c'est de faire des échanges réguliers
dynamique, en l'occurrence tous les mois, et des conseils d'experts et d'agriculteurs expérimentés. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi des intervenants qui vont nous apporter leur expertise afin que tout le monde puisse en profiter. Le partage des expériences de chacun peut amener. Le développement du réseau, comme ça on se connaît aussi, on sait qui fait quoi, et puis peut-être on peut avoir des interactions entre nous. Et puis une base de savoir partagé évolutive, ça veut dire que, comme je l'ai expliqué, ça sera enregistré, et puis on pourra toujours avoir accès à ces vidéos, en tout cas pour les membres, à partir de l'année prochaine, pour que ces vidéos, pour qu'on puisse soit prendre un cours de route si on arrive plus tard, ou si par hasard on a loupé un sujet intéressant. Si c'était une visite de culture sur place, ben voilà, on a loupé, tandis que là, en ligne, on peut revoir, réécouter toutes les informations qui ont été partagées. Un boost pour apprendre plus vite, ben voilà, quand on est connecté comme ça, c'est régulier, il y a l'information, elle circule, donc c'est vrai que ça va plus vite. Comment ça fonctionne? Ben, on se retrouve chaque mois pour une rencontre. La rencontre, elle est souvent structurée en deux temps. Une présentation, entre 30 et 60, ça dépend des sujets, 30 60 minutes. Et puis toujours une partie d'échange, chacun est invité à partager ses expériences et poser ses questions. Les questions, alors on peut les poser en direct, par le chat ou à l'oral. Donc si jamais après que tu auras les questions, ben, vous pouvez soit simplement désactiver votre micro, enfin activer votre micro et puis pouvoir prendre la parole sans autre, ou alors lever la main si il y avait une petite fonction, lever la main. Autrement, poser les questions à l'avance sur Régénérative, info@regenerative.ch. Les questions au plus tard 12 heures avant enfin 12 heures le jour de la rencontre, mais j'ai envie de dire le plus tôt possible. Ça nous permet de, peut-être moi aussi, d'aller questionner mes collègues pour avoir leur avis, suivant la complexité de la question. Et puis, plus les questions sont accompagnées de fichiers pertinents, photos, documents, analyse de sol, etc., on aura beaucoup plus de facilité à y répondre. Donc, documenter au max. Et puis, les questions sont commentées en direct, ça permet que chacun puisse aussi apprendre les uns des autres. Enregistrement, donc comme je l'expliquais, toutes les rencontres sont enregistrées et elles sont mises à disposition sur le site. Ça permet de les revoir, donc ça c'est un gros avantage. Par contre, il faut accepter qu'en rejoignant ces rencontres génératives, ben, vous donnez votre accord à la publication des enregistrements, y compris vos contributions. Donc si tout d'un coup vous venez à poser une question ou à parler en direct sur le chat, pendant les réunions, ben, ça sera potentiellement publié sur le site internet. Et puis à partir de 2026, l'accès aux enregistrements sera limité aux abonnés. C'est-à-dire que pour le moment, on a voulu faire les trois premières rencontres de octobre, ouais, octobre, novembre, décembre gratuitement. Ça permet aux gens de voir si ça les intéresse, s'ils trouvent ça bien et tout. Et puis après, à partir de 2026, on va mettre un abonnement. Euh, les diverses thématiques régénératives sont explorées à partir de 2026. Là, on va vraiment faire une généralité de l'agriculture régénérative. On pourra aller chaque fois dans les thèmes beaucoup plus spécifiques avec la participation d'experts et d'invités durant les rencontres 2026. Une cotisation mensuelle de 25 francs sera demandée. Bien sûr, ben, tout notre temps pour la préparation, pour préparation de réponses aux questions, le système, et tout ça, ça a des coûts. Les intervenants aussi sont souvent payants. Donc, plus on a de cotisants, plus on aura de moyens de faire intervenir des gens sur notre réseau et proposer aussi des services. Notamment pour répondre aux questions, pour moi, c'est un service, donc aussi qu'on offre. Voilà, donc toutes les infos pour 2026, elles viendront plus tard. On n'a pas encore le programme vraiment défini. Donc on verra ça. Vous recevrez les infos par les newsletters avec Ariana. Les prochaines rencontres, bien, le 19 novembre à 19h30, même heure. Là, on allait plus dans l'approfondissement des bases de l'agriculture régénérative, donc c'est toujours le principe du toujours vert.
et tout ce qui a trait à la couverture du sol. Et puis le 9 décembre, aussi approfondissement, mais la deuxième partie avec les trois autres piliers. J'y reviendrai à la fin de ma présentation sur les différents piliers de l'agriculture régénérative. Sinon, le programme de ce soir, ben, j'ai une petite présentation, introduction base, ensuite place aux questions et à l'échange. Donc, je vous inviterai à aussi donner des suggestions ou des idées ou quelles sont vos attentes aussi. N'hésitez pas d'intervenir pour ça, qu'on puisse aussi orienter ces échanges par Zoom vers ce que les gens attendent aussi. Donc, ce serait bien d'avoir votre, votre, votre idée. Donc, les rencontres sont pensées comme un forum interactif. Donc, la participation est bienvenue, mais aussi essentielle, bien sûr, pour que ça soit dynamique. Quelques règles du jeu. Comme je l'ai dit lors de la présentation, veuillez éteindre le micro et vous pouvez, bien sûr, utiliser le chat. Alors, le chat, vous pouvez le prendre puis le poser sur le clavier ou le montrer devant la caméra, ça dépend. Non, mais le chat, c'est une blague, hein. Le chat, plutôt. Pardon. Après la présentation, n'hésitez pas à activer votre micro pour intervenir ou écrire dans le chat. Nous vous invitons à allumer les caméras, ça facilite l'échange, c'est sympa de se voir aussi. Comme ça, on reconnaît les têtes aussi avec les noms, c'est cool. Voilà, c'est tout pour ce qui est de la technique et du programme et tout ça. Donc, je vais entrer maintenant dans ma petite présentation. Donc, comme je dis, je vais commencer par le début. Je voulais déjà donner quelques définitions de l'agriculture régénérative. Donc, la définition de régénérative, c'est quelque chose qui a la capacité de se renouveler ou de restaurer ses propriétés initiales, comme les tissus biologiques, écosystèmes ou énergie. Donc, il peut également qualifier un système qui produit un impact net positif en redonnant plus qu'il prend, et c'est dans une perspective durable. Donc, la définition, on va dire, de régénérative correspond exactement à l'agriculture régénérative. Pour aller un peu plus large, c'est ce que je souhaitais aussi dans ce réseau de rencontres régénératives, c'est que l'agriculture régénérative s'inscrit dans un mouvement plus large qui est l'agroécologie. Donc pour moi, elle vient pas forcément en contradiction, ça peut arriver qu'il y ait des contradictions, mais disons, avec d'autres modes d'agriculture agroécologique comme l'agriculture de conservation, l'agriculture bio de conservation, etc. On est dans des parallèles. Et puis l'agroécologie, elle combine justement écologie scientifique et agriculture pour des systèmes de production durable. Donc c'est exactement la même chose, mais avec une vision un peu plus large, puisque si on prend les trois piliers de l'agroécologie, on a l'environnement, le social et l'économie. Donc moi, ça m'intéressait d'élargir un petit peu aussi parce que l'environnement, bien sûr, c'est le thème de l'agriculture régénérative, on régénère les sols, on favorise la biodiversité, etc. L'eau, l'air, les aliments, ça c'est la base de notre activité, on va dire, régénérative. Mais il y a aussi la place de l'humain dans les écosystèmes, ça m'importe aussi beaucoup, c'est comment nous on s'organise en tant que paysans, notre façon de voir la nature, notre façon de voir l'agriculture. Et c'est là aussi que j'aimerais en parler un peu ce soir avant d'aller plus dans la technique. Et puis l'économie, elle est aussi très importante parce que ben moi je vous parle en tant que paysan, pas forcément scientifique. Donc j'ai aussi une ferme à faire tourner, on a des fois des charges. Tout d'un coup on parle de machines ou d'achat d'intrants. Et ça demande un petit peu d'investissement des fois de faire de la régénération des sols. Donc l'économie, il est aussi important pour pouvoir trouver une stratégie qui réponde à ces différents piliers, quoi. Pourquoi régénérative? Alors là, j'ai ma souris, là, j'espère que vous la voyez, si jamais vous dites. Euh, on va dire historiquement, il y avait beaucoup de forêts qui recouvraient nos territoires, et puis l'homme a, on va dire, rétrogradé le sol, parce que on peut pas cultiver en forêt, hein, déjà, du point de vue du sol et du point de vue de la présence des arbres, donc on a rétrogradé. Donc le travail du sol et tout ce qu'on a fait a rétrogradé le sol. Seulement le problème, c'est qu'on l'a un peu trop rétrogradé.
On voit ici que toutes les activités humaines sont quasi toutes rétrogrades, c'est-à-dire tout ce qui est travail du sol. Vous avez le travail du sol, les engrais, les phytos, euh, et toutes ces choses-là. On a beaucoup plus on favorise beaucoup plus les bactéries que les champignons. Et du coup, parce que les champignons sont des réseaux de mycélium, et dès qu'on travaille le sol, ben, ils sont détruits, tandis qu'une bactérie, elle est tellement petite que si le sol il est brassé, elles vont même être activées par l'apport d'oxygène. Donc après, quand on a un sol qui est très pourvu en bactéries, mais peu en champignons, on a des problèmes de structure, on a une perte de matière organique, on a toutes les fonctions du sol qui sont beaucoup plus faibles parce qu'on n'a pas un sol qui est bien structuré. Donc, qui dit régénération dit revenir à l'optimum des plantes cultivées qui se trouvent autour des 50-50 champignons-bactéries. Après, les champignons-bactéries sont une vision, mais il y a aussi plein d'autres paramètres, bien entendu, mais je trouve qu'ils sont assez parlants. Donc, ça implique de revenir à un optimum pour optimiser toutes les fonctions du sol, notamment la rétention d'eau, la résistance à la sécheresse, la portance, la fertilité, et tout et tout. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les cycles naturels, ils sont régénérants. Parce que si on arrête maintenant de cultiver et qu'on touche plus rien sur le sol, eh bien, à partir de 300 ans, on va commencer à avoir une forêt. Peut-être pour une forêt primaire, on estime à 1000 ans, d'après ce que j'ai pu lire. Mais disons, pour revenir dans l'optimum des plantes cultivées, c'est un siècle. Donc on pourrait aussi se dire, ben voilà, on attend un siècle, rendez-vous même heure, même jour, 200 ans, et puis le problème sera résolu. Mais on n'a pas le temps, il faut que ça aille plus vite. Alors, le fait que les cycles naturels soient régénérants, c'est intéressant parce que c'est la nature qui va nous donner des indicateurs pour aller dans cette direction-là. C'est observer comment ça fonctionne et observer ces sols, observer ces plantes, pardon, pour arriver de nouveau vers cet équilibre. Pour ça, j'aime bien avoir une vision claire de ce qu'est l'agriculture et aujourd'hui, on va dire la vision la plus répandue, c'est que au centre de l'attention, on a le rendement. Pour faire du rendement, on a besoin de fertilisation et de protection phytosanitaire. Fertilisation, pour faire du rendement, le NPK est suffisant. On arrive à faire des très bons rendements avec du NPK. Seulement, fertilisation n'est pas à confondre avec nutrition. La fertilisation, c'est pour le rendement, la nutrition, c'est pour la qualité et la santé de la plante. Donc, avec une fertilisation uniquement NPK, on va vers des carences. On a souvent trop d'azote qui crée des lessivages. Souvent, en agriculture conventionnelle, on utilise des azotes minéraux. On a une légère acidification du sol. La nutrition des plantes n'est pas optimale. Si jamais aussi les engrais minéraux sont des sels qui attaquent les champignons et d'autres choses comme les mycorhizes notamment. Et tout ça pour faire du rendement. Et à côté, on a besoin de protection phytosanitaire parce que comme au niveau du sol, on a une baisse de matière organique, l'érosion des adventices résistantes qui commence à arriver, eh bien la plante n'est pas forcément saine, n'est pas en pleine forme, ce qui fait qu'elle est très sensible ou plus sensible aux maladies fongiques, les insectes, etc., etc. Et cetera. Et notamment aussi, on va appliquer des herbicides ou faire beaucoup de désherbage mécanique en bio parce qu'il y a des adventices. Et ça, c'est la vision la plus répandue actuellement. Et moi, ce que j'invite à faire, c'est justement changer de paradigme, c'est-à-dire aller vers une agriculture de sol vivant, une agronomie avec les sols vivants. Ce qui implique justement une nutrition des plantes et non plus une fertilisation, ce qui fait qu'on aura moins de carences parce qu'on est dans la nutrition optimale. Si on est dans l'optimum, on a moins de lessivage aussi d'azote, le pH est plus stable, etc., etc. Avec les sols vivants, on a moins d'érosion, on peut augmenter potentiellement la matière organique, et les adventices résistantes, on le verra, sont un peu moins ennuyeuses dans ces cas-là. Ensuite, si les plantes sont en santé, ben, on a moins de maladies fongiques, on a moins d'insectes, de virus, ou etc. Et aussi, ben, justement, les adventices sont moins là. On le verra plus tard dans les deux prochaines soirées, on ira plus en détail
qu'est-ce que la nutrition des plantes et quel est leur lien de cause à effet avec les maladies et les insectes. Et puis là, on voit que le rendement et la qualité ne sont plus un objectif central, mais plutôt une résultante de tout ça. Et moi, ce que je vois aussi beaucoup ici qui me plaît bien, c'est qu'on est beaucoup moins de lutter contre. Si on arrive à avoir un bon équilibre, on n'a plus besoin de lutter contre les maladies, on n'a plus besoin de lutter contre enfin, moins contre les adventices, etc., etc. Donc, pour ce faire aussi, dans ce changement de paradigme, ce que j'invite à faire, c'est, si je change ma façon de voir les choses, je pense différemment. Et si je pense différemment, j'agis différemment. Donc, moi, l'idée, c'est que si j'étais arrivé directement tout de suite aujourd'hui avec des règles techniques, l'agriculture régénérative, on aurait pu le percevoir comme une religion, une philosophie. C'est comme ça que ça fonctionne, il faut pas labourer, il faut faire des engrais verts comme ci, comme ça. Mais en fait, la question, c'est pourquoi? Et puis si on arrive à voir les choses différemment, ben forcément, la manière d'agir, elle devient évidente. Euh, D'une certaine manière aussi, je n'ai pas la prétention de vous dire toujours comment il faut faire. C'est-à-dire que moi, je vous invite à voir les choses différemment. Après, je vous donne des pistes. Et puis c'est ça aussi, le groupe Régénératif Suisse, il est là aussi pour ça, pour donner des pistes de solutions, de comment y arriver, ou quels outils on peut utiliser pour aller dans cette direction-là. Et puis, il y a aussi une chose importante, c'est que je trouve que cette démarche, elle amène plus d'ouverture vers une sorte d'intuition et de créativité. Parce que sinon, si je viens tout de suite avec la technique, comme je vous ai dit, on va tout de suite être de ah ouais, ben, Stéphane il a dit, ou l'agriculture régénérative, elle a dit qu'il fallait faire comme ci, comme ça. Tandis que là, si on comprend différemment, on développe plus d'ouverture d'esprit et d'intuition, et certains participants ou qui se lancent dans l'agriculture régénérative vont pouvoir amener une certaine dynamique aussi personnelle en disant, ah ben alors si on voit les choses sous cet angle-là, on pourrait travailler comme ceci ou comme cela puis alimenter ce groupe, moi je trouve avec beaucoup plus d'ouverture et qui ait plus de discussion, quoi. Euh, voilà. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce paradigme a une portée bien plus large qu'on peut l'imaginer. Donc, si je change ma façon de voir les choses, je pense différemment, j'agis différemment. Ça va bien plus loin qu'on le pense, et ça, euh, c'est là que pour moi, le côté humain m'interpelle beaucoup et m'intéresse beaucoup, et je vous parle par expérience, où j'ai envie juste de vous présenter un exemple concret. Avec un peu d'humour aussi. Donc imaginez, je suis de mon tracteur, je sème du blé, je suis pressé par la météo. Il y a un témoin d'huile moteur qui s'allume. Il n'y a pas assez d'huile dans le moteur. Bon, la réaction habituelle, qu'on a souvent, en tout cas moi ça m'arrive, hein, voilà, mais je ne vais pas traduire, c'est assez parlant. Maintenant, dans la réalité, il y a trois possibilités d'action. Soit j'ignore le témoin, pas le temps, on verra ça plus tard, mais là, il y a des risques. Deuxième solution, c'est j'ouvre la boîte à fusibles et je retire le fusible du témoin. Ça me permet de plus être dérangé ni par quelques bruits ou je ne sais quoi ou lumière rouge sur le tableau de bord. Mais bon, vous savez très bien que c'est un peu futile de faire ça et pourtant, il y a des risques. La troisième solution, c'est de se dire, OK, bon, le constructeur du tracteur a mis une sonde pour protéger le moteur, du coup, tant mieux, je remets un peu d'huile et je termine de ce métaux de sécurité, c'est réglé. OK, alors, ce que je vous explique là peut paraître un peu futile, mais j'aimerais le reporter sur un autre contexte. Cette fois-ci, partant du principe des mauvaises herbes. Donc, j'ai fait de mon mieux pour mettre en place ma culture, mais le champ est infesté par des plantes invasives. Et ça, c'est le témoin du tableau de bord. C'est exactement la même chose. Ça nous indique à quel stade de dégénérescence peut être notre, notre sol, surtout si c'est des plantes pionnières. La réaction habituelle, ben, c'est charogne de mauvaises herbes. Je vais essayer de toutes les enlever, par exemple. Donc là non plus, je traduis pas trop. Trois possibilités d'action, de nouveau, même chose. J'ignore les plantes. C'est du bio, c'est sale, c'est normal, c'est la nature. Ou alors,
pas le temps, on verra ça plus tard. Alors l'année suivante, ça peut être encore pire. Ou alors, je traite un herbicide et j'arrache tout, ou j'arrache tout. Et là, ça correspond à retirer le fusible. À ce moment-là, là, on commence peut-être à réfléchir, de dire c'est pas si futile que ça, mais au fait, c'est exactement la même chose qu'avec le témoin du tracteur, parce que si on observe la nature et puis elle est là pour régénérer les sols, s'il y a une présence de plantes pionnières, elle nous indique quelque chose. Donc, voilà. Maintenant, si on arrache tout, c'est plus propre, c'est bien, c'est présentable. Mais après, il y a aussi des moments où j'entends, moi ça m'est arrivé, j'entends beaucoup d'agriculteurs qui sont dans ce cas-là, qui sont épuisés de courir après les chardons, les rumex, ou les agriculteurs qui sont contraints d'utiliser un produit toxique, c'est-à-dire un herbicide. Moi, je connais pas d'agriculteurs qui font des herbicides pour le plaisir, mais c'est surtout pour sauver une culture ou parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc, on est encore une fois dans une contrainte. Et la troisième solution, ben, la même chose. Je prends conscience des causes de la présence des plantes invasives. Et je peux observer les processus de régénération, pour se dire, bon, à quelle étape j'en suis de la régénération du sol? Et là, par exemple, ça peut être, comme certains connaissent, les plantes bioindicatrices, mais ça peut aussi être vérifié par des analyses de sol, par d'autres observations, etc., etc. Et puis, si on arrive à justement aider le sol à se régénérer, on va aller vers l'image du 50-50 champignons-bactéries. Et plus on se rapproche, moins il y aura de plantes pionnières, parce que les plantes pionnières, elles sont là. Si on l'observe, par exemple, pour donner un exemple, les plantes pionnières les plus connues, c'est par exemple la marante ou le chénopode. C'est des plantes qui vont pomper tout le nitrate qu'il y a dans le sol. Puis comme elles sont très ligneuses, ben pour être dégradées par les micro-organismes du sol, il faut absolument des champignons. Donc on le voit très bien, la nature fait pousser des plantes ligneuses parce qu'elle a besoin de champignons. Donc voilà, c'est juste un exemple que si on observe, on peut aller dans le bon sens. Et là, ça ouvre aussi une autre perspective. C'est que pour moi, j'y ai vu, en tout cas en tant qu'agriculteur, un but et un objectif vers le changement parce que traiter ou arracher tout, c'est chaque année, c'est tout le temps, c'est un truc sans fin. Tandis que si on va chercher une cause et puis aller de l'avant, là, ça ouvre une autre perspective. Alors là, ça nous donne une autre perspective d'avenir qui est, je trouve, beaucoup plus motivante pour aller de l'avant. La transition à l'agriculture générative. Alors là, si on a envie de commencer, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est qu'on a un peu, enfin on a, d'après l'expérience d'autres agriculteurs qui ont fait ça depuis voilà, 10-15 ans, qu'il y a trois phases qu'on pourrait décrire. Une première phase ici en bas, où là, donc on a la productivité, où on pourrait dire les fonctionnalités du sol qui sont sur cette ligne, et puis la ligne du temps ici. Donc au début, on a une phase de planification, de formation, on applique les premières mesures, et vous voyez que ça reste assez plat. Et après, il y a commencé à avoir le sol qui se met à rentrer dans son processus de régénération. Et là, c'est assez dynamique, il y a du mouvement, il y a des adaptations à faire. Et après, une fois qu'il arrive à un certain stade de régénération, la ligne s'aplatit. On vient plus vers on va dire, une vitesse de croisière pour, euh, pour ça. Maintenant, question durée, ici, on peut estimer ça à 3 à 5 ans. Et puis, dans la phase de régénération du sol, 5 à 10 ans. Ces durées, elles peuvent être très variables et puis elles dépendent de plein de choses. Notamment, je vais dire, moi, ben, pour moi, hein, pour vous donner un exemple, certaines parcelles, je pense qu'elles sont par là. Et puis, celles qui ont le mieux réagi, où ça a plus vite fonctionné, l'agriculture régénérative, on va dire que je suis peut-être par ici, là. Donc, ici, ce qui est des fois pas facile et qu'il faut maintenir une ligne, c'est que on va appliquer, on va commencer à faire des sous-semis, à peut-être faire du thé de compost, arrêter de labourer ou fissurer, etc. On choisira ce qu'on fait selon la stratégie envisagée. Et puis, c'est pas magique.
C'est pas tout de suite que les résultats seront là. C'est pas comme si on met du nitrate d'ammoniac ou du digestat, on a l'effet direct. Là, c'est pas un effet direct, ça met un peu de temps. Mais je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ça décolle. C'est aussi l'objectif qu'on a ici à Agriculture Régénérative, c'est de raccourcir ce temps-là de la première phase par du conseil et de la formation et de l'accompagnement, et aussi pouvoir discuter entre nous. Plus on sera de gens qui feront de l'agriculture régénérative, plus il y aura des expériences, plus on pourra se partager les expériences et puis éviter au maximum les erreurs. On a aussi ici des fois du mal à choisir la bonne machine ou comment se mettre, qu'est-ce qu'il faut comme semoir, qu'est-ce qu'il faut comme fraise, qu'est-ce qu'il faut comme fissurateur, etc. Et là, des fois, on perd du temps, on achète une machine, ah, mais c'est pas la bonne, et puis etc. Bon. Donc, le but, c'est de raccourcir. C'est là que l'agriculture régénérative suisse vraiment peut intervenir au début, c'est de raccourcir ce temps-là. La deuxième chose, c'est que ce temps-là, il est aussi déterminé par le point de départ, c'est-à-dire la qualité du sol. Donc, la qualité du sol, c'est sûr que si on a des sols très dégradés ou des sols difficiles, très lourds avec peu de matière organique ou des sols silteux qui sont tout de suite asphyxiés. On a un peu plus de difficultés, ça demande un peu plus de temps, un peu plus de travail peut-être pour arriver à les stabiliser. Donc ça, c'est aussi un élément de base. Après, ça dépend aussi de la structure du domaine, si vous avez du bétail, pas de bétail, du compost à disposition ou pas. Enfin voilà, il y a plein de choses. Mais il y a aussi une autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'ici, ça implique aussi d'avoir d'avoir de la régularité, et de la rigueur et de la régularité. C'est-à-dire que le but, c'est de pas tout faire à moitié, de vouloir tout faire puis tout faire à moitié. C'est de se mettre des objectifs et puis d'apprendre à essayer de les mettre en place et puis d'avoir une régularité. C'est pas parce qu'une fois on a fait un sous-semis qu'on va tout changer. Mais si chaque année il y a un sous-semis dans le blé, alors là, ça va déclencher tout d'un coup un processus. Donc, euh, voilà, on le verra dans une autre présentation où on va parler d'intégration dans la ferme. C'est de fixer des objectifs stratégiques et puis aussi de pouvoir mettre des priorités sur qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qui est le plus urgent à mettre en place sur ma ferme. Sinon, ici, on a les intentions pour terminer. Donc, c'était de créer un lieu d'échange et de formation, donc comme je l'ai dit, en faveur de l'agriculture régénérative et de l'agroécologie, donc aussi large, relation holistique entre humain et nature, ça me parle bien. C'est partager mes expériences personnelles vécues aussi, et que vous ayez aussi la possibilité de les partager, et pas juste répéter ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas venir faire la théorie sans l'avoir aussi mis en pratique. Toutefois, quand je mets en pratique, ben, je me considère comme un chercheur ou un expérimentateur. J'essaye des choses. Je- la plupart du temps, je suis les conseils de mes prédécesseurs en agriculture régénérative pour éviter de faire trop d'erreurs. Mais après, selon le contexte aussi, des fois, je mets des choses en plus où je m'inspire aussi des fois de l'agriculture bio de conservation en France pour faire des essais par-ci par-là. Donc, je vous demanderai de ne pas prendre mes conseils comme une vérité absolue, parce que je suis un expérimentateur, puis peut-être ce que je fais aujourd'hui euh, sera plus la même chose demain, parce que l'agriculture régénérative, c'est dynamique. Peut-être qu'on va comprendre des choses, puis dire, ah, bah finalement, voilà, ce que j'ai fait là pourrait être fait encore mieux ou d'une autre manière. Donc, voilà, c'est dynamique. Et je suis convaincu par la force du collectif. Donc, si chacun est de son côté, c'est pas facile. Tout le monde part de zéro. Lire un bouquin sur l'agriculture régénérative, alors que si on peut se voir régulièrement puis faire une intelligence collective, on ira plus vite. Et puis, ça fait aussi avancer dans la joie et la bonne humeur parce que je trouve partager, ça fait toujours plaisir. Moi, j'ai plaisir à partager mes expériences. J'ai plaisir à transmettre. Et puis, si d'autres
ont aussi cette occasion-là de le faire, ben faites-le dans le cadre de ces visioconférences. Et pour terminer, l'agriculture n'est pas seulement un métier, c'est une responsabilité envers le vivant, une promesse faite aux générations futures. C'est vrai que pour moi, l'agriculture, c'est pas juste un métier où on nous a, comment dire, ben, après nous, le sol, il faut qu'il soit transmis à d'autres, puis qu'il continue son évolution. Et on a, je pense, pour beaucoup des enfants, et puis peut-être des petits-enfants, etc. Donc, moi, je trouve que c'est important de pouvoir utiliser le sol un peu comme un outil de production qu'on entretient et qu'on on met à jour, etc., pour qu'il soit plus performant. Même si le mot performant, c'est pas le meilleur, parce que je suis pas forcément vers la performance, mais plus l'optimum. Mais voilà, c'est plus ça. Donc, une petite introduction pour les prochaines visions. Donc, l'agriculture régénérative, comme je l'ai dit, elle a des centres, des piliers, on va dire, où les racines vivantes, les sols couverts, la biodiversité d'eau et sur le sol, l'intégration des animaux, le travail réduit du sol et la gestion adaptée au site. Donc, dans les grandes lignes, les racines vivantes, là, on va parler de tout ce qui est photosynthèse, nutrition des plantes, la durée de la couverture verte, les sous-semis, et puis ça, c'est un levier hyper important, notamment si on n'a pas de bétail. Vous comprendrez bien que si on a un domaine exclusivement avec du bétail et des cultures herbagères, les sous-semis et les engrais verts n'ont pas de sens, donc en fait, ces deux choses sont fortement liées. Moi qui n'ai pas de bétail, c'est quelque chose qui est très important chez moi, par exemple. Les sols couverts, naturellement, bah, on va éviter de... Parce que de toute façon, on peut pas toujours avoir 100% des plantes vivantes. Il y a des fois où on travaille le sol pour mettre en place des nouvelles cultures, donc on laisse les résidus en surface, ça protège le sol, ça les laisse en contact de l'oxygène. Donc sol toujours couvert. La biodiversité dans et sur le sol, très important. Donc là, on va parler surtout de tout ce qui est, comment dire, les plots de campagne, les engrais verts, aussi peut-être les sous-semis comme biodiversité, les cultures associées, mais aussi tout ce qui est intrants, on va dire, ou plutôt intrants biologiques comme les têtes de compost ou les fermolactiques ou EM. Ensuite, on a l'intégration des animaux. Alors ici aussi, plus la charge de bétail est importante, plus c'est un poste qui doit être pris en compte. Donc c'est surtout la qualité des effluents d'élevage, c'est ça qui est important parce qu'on voit que quand ils sont mal stockés, souvent on a des putréfactions, puis ces putréfactions, elles emmènent le sol vers une mauvaise fermentation et l'apparition de plantes pionnières, et puis une mauvaise mise en valeur de ces effluents d'élevage, c'est aussi dommage parce que c'est des fertilisants de haute qualité si on sait bien les préparer. Donc, notamment les lisiers, les fumiers de tous les animaux. Le travail du sol, ici, on va aborder tout ce qui est des thèmes du sol, donc scalpage de surface, compostage de surface, fissuration en profondeur, technique de semis, semis direct, semis sous litière, etc. Et puis peut-être aussi de aborder la thème mécanisation, ça pourrait être intéressant. Et pour finir, gestion adaptée au site. Alors là, ça serait de voir justement selon la gestion, selon le site, s'il y a beaucoup de bétail, s'il n'y en a pas, si c'est des grandes cultures, cultures herbagères. On va parler aussi peut-être d'analyse de sol pour donner des points de départ, puis poser des stratégies. Et puis le choix des mesures régénératives à mettre en œuvre sur la ferme, c'est aussi, voilà, peut-être mettre des priorités. On verra comment on va présenter tout ça ou discuter de tout ça. Voilà, dernière chose, petit partage d'expérience et n'hésitez pas après pendant les questions de vous aussi, si vous avez des expériences à partager, dites-le, bonnes ou mauvaises. Je trouve ça intéressant aussi de voir chacun à quoi il en est aujourd'hui avec l'agriculture régénérative, ça permet aussi de se situer, de nous situer, nous, de votre état d'avancement. Moi, de mon côté, j'ai eu une nette amélioration des rendements soja févrole des légumineuses. Ça a été assez régulier. Les 3 dernières années, en tout cas, j'ai fait des excellents rendements. Peut-être
par rapport au travail du sol et puis à la régénération du sol et surtout à la nutrition des plantes, notamment soufre, bore, etc. On y reviendra. J'ai une tendance à diminution des plantes pionnières, notamment chardon rumex. On a vu que ça s'était un peu calmé. Surtout, on avait intensifié les de compost dans les zones où il y a les chardons. Euh, une bonne nutrition des plantes. Les cultures en place prennent mieux leur place, donc ils concurrencent bien. D'ailleurs, on est dans un projet chardrume, comme on appelle, avec Prometer et Biovo et Fibel. Le FIBEL est aussi travaille avec nous pour observer, on va dire, le développement de ce genre de plantes pionnières avec les méthodes régénératives, sans forcément faire des essais au board, mais surtout en généralité sur la ferme. Et puis, donc, bien entendu, diminution des plantes pionnières, excepté si erreur agronomique. Alors ça, j'ai très vite vu que ça avait diminué, mais dès qu'on faisait une erreur, ça repartait de plus belle. Donc, c'est très intéressant à observer parce que ça nous montre que, attention, il y a des choses à ne pas faire. Travailler un sol trop froid, trop humide, ou etc. Sinon, je suis dans une phase où j'ai pas mal de pression vulpin. Bon, à la limite, je préfère les vulpins que les chardons. Mais dans une adaptation, enfin, dans un effet direct, j'ai envie d'adapter la rotation. Ça, c'est déjà en cours. On avait un peu trop de charge en céréales parce qu'on avait un moulin. Enfin, on a un moulin. Et puis, du coup. Les céréales, c'est intéressant pour nous, mais trop de céréales, ça fait dégager pas mal de vulpins. Donc, du coup, maintenant, il faut prendre des mesures. Et puis, les mesures de régénération du sol, ça, c'est plus sur du long terme parce que les vulpins, comme plein de bioindicatrices, elles indiquent aussi qu'il y a du travail de régénération, il y a du lessivage, etc. Donc, voilà à quoi j'en suis, moi, maintenant. Et puis, dans les grandes lignes. Pour d'autres qui sont venus à mes portes ouvertes, vous avez aussi pu le voir. Je ne vais pas aller plus loin dans le partage d'expérience. Voilà. Donc, question. Si jamais la prochaine réunion, ça sera le 19 novembre, 19h30 à 21h, en gros. Et puis, volontiers vos questions. Je vais arrêter le partage. Comme ça, je vous vois tous de nouveau. Alex ou Ariana, vous voulez vous voulez dire quelque chose par rapport à ça pour lancer la discussion? Je vois que les gens sont timides. Alors, moi, je suis très heureux que vous êtes là, vous êtes toutes là. Mon français est très, très mauvais et j'aimerais bien rien dire. Mais merci Stéphane et merci Ariane pour ce travail, c'est super. Je suis très, très content. J'ai pas de questions maintenant, moi-même. Moi, j'ai pas de questions actuellement non plus, mais j'ai trouvé cette présentation très, très enrichissante, je dois dire. Vraiment très, très inspirante. Raphaël, tu veux ajouter quelque chose? Je peux me présenter vite, mais les questions, je pense qu'ils viennent plus tard quand on plonge un peu plus profond dans la matière. Euh, voilà, je suis Raphaël. Comme vous entendez, je suis pas francophone, mais j'essaie de plus vous comprendre et aussi de m'exprimer de plus clair que possible. Je suis employé en canton du Zouk. Je peux travailler avec Stéphane, avec Alex, Ariana et Simon maintenant pendant 2 ans. Et j'adore l'échange ici avec vous. Euh, on apprend toujours, même si on est ici comme conseiller, mais les questions, ils sont souvent très complexes et ça aide à se former soi-même et à discuter. Et euh, je vous conseille de vraiment commencer ce chemin de poser les questions et
bien occupé, Stéphane, pour que ça pousse bien. Alors, je ne suis pas présent les prochains deux meetings parce que je suis aussi occupé à d'autres choses, mais j'espère de revenir dès le mois de janvier. Voilà. Merci Raphaël. Je vois dans le chat là qu'il y a des questions sur le maraîchage. Est-ce qu'il y a d'autres maraîchers dans le groupe? Donc je vois qu'il y a apparemment deux, hein, c'est ça? D'après ce que j'ai compris, je trouve super. Alors, moi je ne serai pas l'expert maraîchage. Je ne sais pas comment on va s'organiser. Je sais que on pourrait avoir des intervenants maraîchage, ça je pense, qui pourraient parler en français. Euh, Il y a mon ami Gerrit Kuhn là qui a fait le cours peut-être, ou je sais pas, on verra. Mais je pense que je sais pas si Raphaël ou Ariana, tu as une idée sur est-ce qu'on pourrait développer aussi les discussions sur le maraîchage? Ou une fois l'intervention de Simon peut-être? Oui, j'aurais proposé aussi. Mm. Ok, ok, super. Après, le compostage de surface, le thé de compost, voilà, ça, c'est des notions de base qui sont les mêmes pour un maraîcher ou grande culture et tout ça. Et je suis très heureux de voir qu'il y a notre ami français, David. J'ai rencontré il y a quelques semaines un cours sur les plantes bioindicatrices, donc ça va même au-delà de la frontière suisse. Bon, alors, ça aurait été assez court ce soir, mais c'est très bien comme ça. Et puis, il y aura pas mal de matière les prochaines fois. Et je pense qu'il y en aura pas mal aussi dans les rencontres de 2026, parce que ce que j'ai peut-être pas dit non plus, c'est que il y aura aussi à partir de mars, avril, des actualités de terrain, c'est-à-dire qu'on va discuter des choses d'actualité. Donc forcément là, il va y avoir des questions, il va y avoir peut-être que, voilà, espérons pas, mais une année humide, une année sécheresse, qu'est-ce qu'il y aurait comme chose à faire de particulier? Donc souvent, après, quand on est dans l'action, ça sera un peu plus complet, un peu plus technique. Et puis voilà, je me réjouis des deux prochaines séances. Et puis, s'il n'y a pas personne qui prend la parole pour moi, bah, là, je vous souhaite une toute belle soirée à vous. Merci beaucoup de vous être connectés. Et à bientôt au mois de novembre pour la technique. Merci, Bye, hein. Stéphane. Ciao. Ciao, ciao. Merci. Au revoir.